Amis du jour, bonjour. Nous sommes le 4 décembre 2023 et c'est la énième émission de À votre santé sur TV ADP. Vous savez quel plaisir j'ai à chaque fois de vous proposer une émission que j'espère de qualité et surtout avec des intervenants qui ont beaucoup de choses à nous dire. Alors aujourd'hui, on va déborder peut-être un petit peu le domaine de la santé, encore que, et on va parler surtout de pourquoi nous en sommes arrivés à ce genre de situation telles que nous les connaissons, non seulement en France, en Europe, mais aussi dans certains autres pays du monde. Quelle est cette particularité qui fait que nous sombrons dans ce que mon invité qui va venir appeler une déferlante totalitaire? Vous l'avez reconnu, nous allons accueillir tout de suite Ariane Bilan. Ariane, bonjour. Bonsoir. Donc, amis du soir, bonsoir, et amis du jour, bonjour. C'est vrai que nous avons un certain décalage horaire. Il est 15h chez nous. Quelle heure est-il chez toi en Non, moi, il Colombie? est très tôt le matin, là, encore. Ariane, plus personne ne te présente, mais je vais le faire quand même. Tu es normalienne, philosophe, tu es psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, et c'est ça qui va nous intéresser. Tu es experte, conférencière. Tu as déjà écrit de nombreux livres en philosophie, en psychologie, en développement personnel, en littérature adulte, littérature infantile. Et ton dernier opus qui est ici, Psychopathologie du totalitarisme, a retenu toute mon attention. J'ajouterais que tu es aussi, depuis peu, chroniqueuse à Antipresse, le journal tenu Régulière, par oui. Donald Daspot, qui intervient de façon hebdomadaire et j'ai plaisir à retrouver tous les dimanches. Alors avant de te laisser la parole, Ariane, je vais faire venir aussi quelqu'un qui est une de tes ferventes admiratrices depuis le début et que je connais quasiment depuis le début de la crise Covid, parce que nous avons fait nos premiers pas ensemble à Réinfo Covid, bien qu'elle soit à l'autre bout du monde. Bienvenue à toi, Katia. Alors, Katia, voilà. Bonjour Katia, et merci de mettre aussi un petit peu de couleur dans notre émission, puisque toi, tu es à l'île de la Réunion. C'est ça. Et tu es médecin généraliste avec également une spécialité, un diplôme en sexologie. Alors, je sais que tu apprécies beaucoup Ariane et tu avais aussi des choses à nous dire sur ce sujet du totalitarisme, sa psychopathologie, également du déni, notamment le déni qu'on rencontre chez nos confrères médecins. Donc, je pense que ta présence sera un plus non négligeable dans cette émission. Ariane, je vais d'abord te laisser la parole. Ton livre commence quand même avec une phrase choc. Hein, je rappelle ce livre. Une phrase choc qui est le but n'est plus l'aliénation, mais l'annihilation du sujet humain. Ça va fort quand même. Est-ce que ce serait à dire que la destruction de l'humanité est l'objectif de la psychopathologie totalitaire? Oui. Le totalitarisme, justement, c'est moins un régime politique qu'un système dans lequel, effectivement, l'être humain, non seulement au départ peut avoir un prix, c'est-à-dire que ça c'est la meilleure condition, c'est-à-dire un esclavage financier, un marchandage de l'être humain, et dans le pire des cas devient absolument superflu et à supprimer. Voilà, donc c'est pour ça que l'ambition totalitaire, c'est une ambition d'annihilation. C'est-à-dire suppression, on le voit, des suppressions des inutiles, des boules inutiles, hein. Des non essentiels, de ceux qui sont malades, etc. etc. Et ça fait partie de l'ambition totalitaire. C'est ce traitement de l'être humain comme superflu. On avait déjà entendu plusieurs fois Yuval Noah Harari nous en parler, en parlant des inutiles qui représentaient un peu plus de 80% de la population mondiale et qu'il fallait, pour le moment, se contenter de nourrir et de distraire avec quelques jeux. Oui, bah ce sont des phrases qu'on entend de plus en plus, hein, ou qu'on peut voir aussi dans la banalisation de l'euthanasie, par exemple, hein, qui est de plus en plus banalisée. Ou voilà, si on le voit émerger au Canada, si des personnes se sentent un peu mal, etc., elles peuvent faire le vœu d'être euthanasiées. Dans les discours aussi sur... parce que ça va avec ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire l'échelle de dignité. C'est-à-dire que dans une philosophie morale digne de ce nom, l'être humain a une dignité. Et cette dignité, elle n'a pas de conditions. C'est-à-dire,
en tant qu'être humain, parce que je suis un être humain, quelque être humain que je sois, j'ai une dignité qui fait l'objet de droits, ces droits étant inaliénables, ils ne peuvent pas être aliénés, et ce n'est pas une dignité sous condition. Il n'y a pas, certains sont plus dignes que d'autres, donc auraient plus de droits que d'autres, certains seraient plus indignes que d'autres, etc. Ça, c'est dans une philosophie morale classique. Quand on est dans une logique totalitaire, cette logique totalitaire, elle a été décrite de longue date, pas seulement par les auteurs du totalitarisme, mais par la philosophie morale et politique classique, même si elle ne mettait pas le mot totalitarisme, qui est apparu au XXe siècle. Dans cette philosophie morale classique, et je pense notamment, puisque je le décris dans le livre, à tout ce que décrit le philosophe allemand Hegel dans les principes de la philosophie du droit, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde le droit humain. Il explique qu'il y a un principe qui est la fin justifie les moyens. Et ce principe-là, en fait, c'est un principe totalitaire, c'est-à-dire j'ai le droit d'utiliser comme moyen ce qui n'en est pas un. J'ai le droit, par exemple, de sacrifier des gens ou de tuer des gens parce qu'il y aurait un idéal plus haut et que ces gens ne comptent pas. Non, ces êtres humains n'ont pas la valeur suffisante pour correspondre à mon idéal ou mon idéologie. Et ce que Hegel rappelle de façon très importante, c'est qu'en fait, cet idéal ou cette idéologie, là je mets des mots que les gens effectivement actuelle, mais est toujours subordonnée à une opinion subjective, à quelque chose de très personnel. C'est-à-dire, moi, je vois les choses comme ça, et donc je l'impose à tout le monde, et au nom de cette narration que j'impose, qui est un dogme, autant on en reparlera, cette narration justifie de sacrifier des gens, on le voit dans des multifacettes aujourd'hui. Justifie de sacrifier des gens au nom d'un idéal supérieur, mais cet idéal supérieur, c'est une opinion subjective, ce n'est pas une vérité. Et donc, on est en train de faire un carnage. Et ça, c'est la logique totalitaire. À partir du moment où on est dans la fin justifie les moyens, cette fin, c'est quoi ? C'est un dogme qui est issu d'opinions ou d'émotions d'ailleurs, très subjectives. Donc, ce n'est pas universel. Et donc, on ne peut pas l'appliquer, en fait. Voilà. Est-ce que justement c'est ça qui distingue la tyrannie du totalitarisme? Parce que tu parlais tout à l'heure que le totalitarisme n'était pas un régime, mais plutôt un système. La tyrannie, on peut considérer que c'est un régime politique qui a ses frontières. Là, on a l'impression que le totalitarisme n'a pas de frontières. Alors, tout à fait, donc je donne cette distinction parce que, encore une fois, mon premier combat, il est sur la langue, c'est-à-dire l'utilisation des bons mots au bon endroit. Pourquoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire les bons mots ? C'est des mots dont tout le monde, sur lesquels, la définition desquels tout le monde s'accorde. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mots, et quand on demande la définition aux gens, elle est extrêmement, voire des fois complètement contradictoire. Donc, on n'arrive plus à se parler. Donc, il faut déjà remettre les bons mots et les bonnes définitions pour pouvoir ensuite, en tout cas, s'accorder sur les définitions pour pouvoir dérouler un raisonnement. Le totalitarisme, c'est effectivement un système, dans le sens où ce sont des processus qui vont contaminer, je parle de contagion délirante, la population, ce sont des processus psychiques, et l'emmener dans une logique de plus en plus guerrière. Ceci, je l'ai dit depuis 2020. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il suffit de regarder, on est effectivement de plus en plus dans cette logique guerrière, de plus en plus dans des dangers de guerre civile, etc. Mais ça, c'était couru. C'était couru depuis 2020, je l'ai annoncé. Donc, parce que ça correspond en fait à une pathologie de groupe. La tyrannie, c'est un régime politique avec un tyran. Un tyran, il y a des points communs avec le système totalitaire qui sont par exemple l'arbitraire, la persécution, voilà, c'est le monopole du pouvoir. Mais le tyran, à partir du moment, et ça c'est extrêmement important, où il a acquis la certitude de son pouvoir, il diminue la pression sur les opposants politiques. Il n'a pas besoin de les éradiquer, ils peuvent exister un petit peu du moment qu'ils ne le mettent pas en danger dans son pouvoir.
Voilà. Et le deuxième point extrêmement important, c'est que dans le système totalitaire, il y a la convoitise de l'appropriation de la vie intime des sujets. Or, dans une tyrannie, il n'y a pas nécessairement cette convoitise. On peut continuer à avoir une vie intime et même une vie privée, du moment que le pouvoir du tyran n'est pas mis en danger. Alors, c'est extrêmement important parce qu'il y a un point sur lequel Hannah Arendt a insisté, et ça fait partie aussi du fameux délire paranoïaque qui est, à mon avis, et c'est ce que j'essaye de démontrer dans ce livre, qui est la pathologie du totalitarisme. J'avais écrit Psychopathologie de la paranoïa, c'est presque un livre à lire en premier pour pouvoir bien comprendre ce livre Psychopathologie du totalitarisme. Je ne vais pas répéter les mêmes choses d'un livre à l'autre, mais la paranoïa, c'est une psychose, c'est une contagion délirante. J'avais créé le terme de contagion délirante, mais on parlait déjà de folie à deux. Voilà, c'est tout ce qui va se passer dans les phénomènes sectaires et dans les phénomènes d'endoctrinement, et qui fait que les foules sont entraînées, des individus sont entraînés à travers la foule devenue foule ou masse à commettre des actes absolument criminels au nom du bien. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, ce qu'avait dit Hannah Arendt, c'est que quand la persécution ne rencontre plus d'opposants, c'est-à-dire ce système politique, mais qui évidemment est incarné par des figures politiques au départ, qui vont insuffler une dynamique totalitaire. Quand ils viennent insuffler cette dynamique totalitaire, il y a une persécution des opposants politiques. Ces opposants politiques, ce ne sont pas forcément des politiciens. Il faut bien rappeler que ça peut être n'importe quel citoyen. Plus cette persécution fonctionne, plus les opposants politiques sont diminués, plus la persécution augmente. Et ça, c'est vraiment une très très grande différence entre la tyrannie, le tyran se calme parce qu'il a acquis son pouvoir et peut en jouir, avec le système totalitaire. Et donc, une fois l'opposition politique éliminée ou dépecée, comme je l'explique dans mon livre, eh bien la persécution s'étend à toute la population, y compris aux plus fidèles serviteurs de ce système. Et ça, c'est vraiment caractéristique, du délire paranoïaque qui ne rencontre pas de limite, quand il ne rencontre pas de limite, et deux, donc, du système totalitaire, de son fonctionnement. Il y a d'autres choses, il y a notamment l'ambition de la domination planétaire, donc ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire l'ambition d'expansion, qu'elle soit temporelle, c'est-à-dire il n'y a plus de limite de temps, contrairement à la dictature, je l'explique aussi dans le livre, c'est-à-dire que la dictature, c'est un régime exceptionnel contraint dans le temps. Dans le système totalitaire, il n'y a plus de limite de temps, c'est-à-dire c'est un état d'exception ou, comme je l'ai expliqué là dernièrement dans l'Antipresse, un état de menace permanent qui justifie qu'on spolie et qu'on supprime les droits de façon permanente et sans limitation de temps. Et c'est aussi une ambition spatiale de domination planétaire. Et ceci, Vera Sharaf, qui a préfacé le livre, l'explique au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est toujours très difficile pour nous qui avons été, on va dire, éduqués par exemple sur une identité française, une identité de pays, d'arriver à changer son prisme d'observation et de se dire, si il y a cette ambition de domination planétaire, comment quelle tactique pourrait être utilisée pour soumettre les peuples, et donc c'est là qu'on voit intervenir aussi ces grandes organisations internationales, comme l'OMS. Donc le tyran, c'est celui qui va s'arrêter de serrer son peuple dès lors qu'il a bien assis son pouvoir confortablement. Le totalitaire, c'est comme une bête qui a toujours de plus en plus faim et qui va toujours de plus en plus dévorer ses propres enfants. Oui, cette image, on la doit à Kessler. Effectivement, c'est une mère archaïque qui finit par dévorer ses propres enfants. Tout à fait. Pardon, Katia. On peut se demander quand même comment une telle folie destructrice peut tenir, parce que dans une société considérée comme avisée comme la nôtre, qu'est-ce qui finalement permet ce déferlement totalitaire? Alors, c'est une question très, très complexe. Mais déjà, il y a un terrain qui a été préparé, puisque
des processus totalitaires ne sont pas nés en 2020. Ils étaient en gestation, ils étaient même en manifestation. J'avais parlé en 2010 dans un livre, Tous déharcelés, de démocratie totalitaire, en créant cet oxymore, bien sûr, mais pour dire qu'en fait, on était dans une démocratie de façade avec des procédés totalitaires en réalité, que moi, personnellement, je pouvais constater dans mon expérience, que ça soit dans la protection de l'enfance à travers le fonctionnement même des institutions, ou à travers les entreprises, puisque à l'époque, j'intervenais beaucoup dans la prévention des risques psychosociaux. Les entreprises m'appelaient, les CHSCT de l'époque, etc., pour quand il y avait des plaintes de harcèlement. Et donc, on voyait bien se constituer des îlots totalitaires avec des méthodes de plus en plus répandues et admises, et qui devenaient des modes de gestion totalitaire des salariés de l'entreprise. Donc, ces mécanismes, il y a aussi l'historien Chapoutot qui en avait parlé par rapport aux méthodes de management. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas fait le lien aujourd'hui avec ce que nous vivons, mais son travail est assez remarquable, et donc c'est en route. Et on a aussi le totalitarisme se repère, puisque c'est un délire. C'est important de voir, et c'est l'apport que je donne. C'est-à-dire, qu'est-ce que la psychopathologie, c'est-à-dire l'étude des processus psychiques, peut dire du totalitarisme. Et donc ça, c'est le travail de toute une vie, puisque le totalitarisme fonctionne à la méthode qui est le harcèlement, sur laquelle j'ai énormément travaillé, comme phénomène collectif, ce qui n'était pas du tout gagné à l'époque, puisqu'à l'époque, c'était un méchant harceleur contre un gentil harcelé. Donc, j'ai vraiment commencé mes travaux pour expliquer en quoi, quels étaient les mécanismes de soumission d'un groupe. Et le harcèlement est la méthode d'instauration et de pérennisation de ce pouvoir. On est dans une société qui ne vit plus qu'au harcèlement. Alors, ça fonctionne aussi, cette préparation du terrain, elle a été aussi, et ça fait des décennies, mais on peut la repérer à la perte d'autorité symbolique et réelle. Et c'était un livre aussi que j'avais écrit, Psychopathologie de l'autorité, en relation à mes travaux sur le harcèlement, puisque à l'époque, je disais, si l'entreprise a des cas de harcèlement, c'est que son terrain, c'est-à-dire au sens d'écosystème, est soit extrêmement laxiste, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut harceler, on n'aura jamais de sanctions ni de punition, etc., soit le contraire, extrêmement autoritaire et encourageant ces pratiques. Dans tous les cas, la régulation par la fonction de l'autorité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction sociale qui normalement, traditionnellement, est incarnée par la loi, bien sûr, par la fonction symbolique, par la fonction paternelle, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de tout faire et il y a des interdits. Mais je te le dis avec une grande bienveillance. Voilà. Et c'est aimer quelqu'un aussi, de l'empêcher de faire tout ce qu'il veut. L'enfant, l'éducation, c'est une fonction d'autorité aussi. Et tout ça va ensemble. C'est-à-dire que cette fameuse crise de l'autorité, elle ne date pas d'hier. C'est un sabordage, un lent sabordage, pour amener quoi ? Quand on a un sabordage de l'autorité, on a l'émergence de processus pervers. Ça, c'est très important, c'est-à-dire, je l'explique dans le livre, parce qu'on a beaucoup parlé de la perversion, mais en fait, dans la vulgarisation, et c'est encore une fois important de remettre les bonnes définitions, il y a des grandes confusions. Et ces confusions, il est important de les éclairer, d'en sortir. La perversion, c'est, pour donner une définition très simple, c'est j'instrumentalise autrui pour ma propre jouissance, pour mon propre bénéfice. Ce n'est pas un délire et ce n'est pas une maladie mentale du point de vue de la psychiatrie, puisque les fonctions cognitives ne sont pas altérées. Donc, les profils pervers naviguent très très bien dans la société. Simplement, ce sont des profils qu'on dit narcissiques dans le sens où seule leur jouissance compte, qu'elle soit jouissance financière, voilà, jouissance sexuelle, etc. Et donc, pour cela, ils vont utiliser autrui pour arriver à leur fin. Donc, l'exemple que je prends souvent, c'est l'opportuniste qui va rentrer dans un groupe, dans une entreprise, et puis lui, il veut monter, il veut faire carrière, et puis il n'a aucun état d'âme, et la fin justifie les moyens. Donc, voilà. Mais ce faisant, si on laisse faire un tel individu,
il va casser tous les liens du groupe et justement les liens d'autorité, et il va préparer le terrain pour l'arrivée du harceleur. Voilà, qui en général est un profil de type paranoïaque, comme je l'ai expliqué dans de très nombreux articles pour la revue Santé mentale, pour les revues cahiers des facteurs psychosociaux, etc. Ce profil, je dis bien le harcèlement, c'est le chef-d'œuvre du paranoïaque. On ne peut pas instaurer un système totalitaire sans la psychose paranoïaque. Alors, je voudrais déjà, pardon de faire cette incise, parce que c'est une remarque qui m'est faite souvent, en disant oui, mais si on dit que c'est une maladie collective, il n'y a plus personne qui est responsable. Eh bien, cela fait des années que je milite personnellement pour que, justement, dans la psychose paranoïaque où il y a une intention de nuire qui est totalement assumée, eh bien, il y a une pénalisation de ces profils-là. Donc, ça, on peut retrouver les articles que j'ai faits avec mes deux conférences en droit, etc., en 2010, parce que l'intention de nuire est caractérisée simplement dans le profil paranoïaque. Il y a l'idée, c'est oui, mais c'est de la légitime défense. Voilà, sauf que ça n'en est pas. Et l'intention de nuire est clairement caractérisée. L'autre point aussi, et c'est important, c'est de rappeler ça, c'est-à-dire que même si c'est une maladie collective, ce que je démontre dans ce livre, je démontre comment elle fonctionne, comment les uns et les autres se font embrigader et tombent, en fait, hein, dans la potion délirante et le danger que cela représente. Il n'empêche que ça ne peut pas être la psychologie qui dirige une société. Ce qui dirige une société, c'est le droit. C'est-à-dire le droit, pas au sens de l'imposture juridique que nous vivons actuellement, mais justement la manifestation du droit pénal en tant qu'il est la représentation du droit naturel. Donc, chaque être humain a le droit à une dignité. Et donc, il a le droit à la protection de son intégrité. C'est ça qui est... Donc, ça ne peut pas être la psychologie. Donc, même si moi, je dis que on a affaire à une maladie mentale, ça n'empêche pas qu'il va falloir aller chercher les responsabilités. Et c'est aussi un glissement que nous avons depuis des années entre la psychologie, la psychiatrie et le droit, c'est-à-dire, par exemple, pour les crimes passionnels, donc, ah ben oui, mais il a eu un coup de sang, il a tué sa femme. Donc, c'était un crime passionnel. Et donc, toute la psychiatrie va venir. Bien sûr que nous pouvons expliquer tout ça, mais en attendant, si on ne condamne pas les crimes, on est amené à créer aussi une société extrêmement déviante. Et on voit aussi, ça fait partie des exemples qu'on peut prendre depuis des années, cette gestation des procédés totalitaires, c'est la justice qui ne fonctionne plus du tout. Plus du tout. Ce que tu disais sur les pervers me faisait penser que certaines personnes qui s'étaient tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'anormal dès 2020, j'en ai connu quand même pas mal qui avaient été sous l'emprise de personnalités perverses, que ça a été un conjoint ou même pour une personne que je connais bien, ses ravisseurs, puisqu'elle avait été kidnappée dans un pays étranger et dès qu'elle a vu ce que le président de la République française parlait de nous sommes en guerre, tout de suite elle a parlé de confinement, tout de suite elle a senti la perversion qui est arrivée. Alors c'est pas le cas de Katia, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense de tout ce qu'elle a entendu jusqu'à présent d'Ariane. Vas-y Katia, à toi. Eh bien, Ariane, d'abord Eric, je te remercie parce que Eric, c'est mon frère d'armes depuis le tout début. On n'était pas nombreux au début et j'ai vu beaucoup de médecins perdus et pleurer et se demander s'ils étaient fous et pourquoi est-ce qu'ils étaient si seuls. Et ayant connu la blessure du rejet, la bénédiction du rejet, je n'avais aucun doute sur le fait que de toutes les façons, on serait seul et pour moi, ça ne posait pas de problème, tu vois. Et merci Eric de me permettre de rencontrer Ariane, parce que Ariane, je dois te remercier parce que je t'écoute depuis le deuxième confinement. Et pendant très longtemps, j'ai été d'accord avec tous les mots, la précision chirurgicale de chacun des concepts, mais je me dis non, la fin, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis d'accord avec tout, mais pas avec la fin. Et au fur et à mesure, chaque fin s'est dessinée. Tu parles dans tes écrits du cambriolage psychique. Moi, j'ai compris tout de suite que l'image que j'avais, c'était que dans ce régime totalitaire qui s'est mis en place, c'est comme s'il y avait
intrusion chez moi, qu'on avait pété mon portail et que sur ma table, où il y avait les livres de la loi, on l'avait renversé. Et j'ai longtemps vécu là-dedans. Et tout ce profil totalitaire dont tu parles, il se décrit parfaitement dans ce qu'on a vu, y compris dans le fait que les individus n'ont pas compté, et que l'on a laissé faire, et que les gens, je voyais les patients étant du bon côté, ben, ils respiraient en fait. Ils respiraient, et puis ben, les autres, tant pis pour eux, tu vois. Et je me disais, dans ce que tu disais, Anna, est-ce que tu peux expliciter ce que cette citation de Hannah Arendt, dont tu parles dans un de tes écrits, veut dire? Le principe de l'action dans les gouvernements totalitaires, c'est l'idéologie. Est-ce que c'est à entendre au sens de l'idéologie tout le temps en mouvement? Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le harcèlement, il est permanent. En tant que médecin, dès le départ, on a commencé à recevoir des mails urgents de la DGS, tous les jours, parfois 3-4 fois par jour, et tous les jours, avec la bouffée de stress qui l'accompagnait. Oui. Et il a fallu mettre en place des actions pour ne pas être agi par ce stress. Oui, tout à fait. Alors, merci Katia pour la question, alors, qui contient aussi une réponse, qui est que les médecins sont à la fois des cibles et des acteurs extrêmement essentiels à la mise en place du système totalitaire. Ce n'est pas nouveau, hein, Giorgio Agamben l'avait précisé, hein, et puis sur le rôle de la médecine en tant qu'exercice sur les corps. Hein, donc les corps, et puis après on peut rajouter sur les âmes aussi, hein, puisqu'il y a à un moment donné, et c'est en cours, la psychiatrisation des opposants politiques. Voilà, donc c'est un accès privilégié à la mainmise sur les corps et les esprits. Donc, comme c'est ce qu'ambitionne le totalitarisme. Alors, le totalitarisme, pour se maintenir au pouvoir, pour y accéder et pour s'y maintenir, il a besoin d'idéologie. C'est important de redéfinir pour que les auditeurs comprennent bien. L'idéologie, c'est une narration, c'est un discours qui déjà se veut un dogme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contester. C'est une certitude incontestable. On ne peut pas poser une question, on ne peut pas critiquer ce discours. Et ce discours a pour particularité de n'avoir aucun rapport avec la logique, avec la cohérence et avec l'expérience de la réalité. Et c'est donc un discours délirant. C'est un discours délirant parce que le délire, tout délire, comprend un déni de réalité. C'est-à-dire, la réalité telle qu'elle existe dans l'expérience que j'en fais ne me convient pas, donc je la change dans mon discours. Et cette idéologie, il est très important, et Hannah Arendt le précise aussi, donc je rappelle ça pour le regarder à l'aune de la psychopathologie. Elle précise que cette idéologie, elle va tout faire pour imposer à la réalité son discours. C'est-à-dire, je prends un exemple de ce que nous avons vécu. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir, il y a un virus extrêmement dangereux, etc., etc. S'il n'y a pas assez de morts, on les fabriquera. Parce que l'idéologie a dit, nous allons tous mourir. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais on l'a entendu. C'est pour qu'on comprenne bien le procédé. D'où le Rivotril dans les EHPAD et l'interdiction de traitement précoce. Et puis, tout à fait, et la fabrication de gens aussi qui vont se suicider parce qu'ils ont perdu leur emploi, etc. C'est-à-dire qu'on va fabriquer les morts dont l'idéologie a besoin pour se justifier. Et les gens croient ça. Moi, j'étais obligée de recadrer mes patients en leur disant « Mais vous avez enjambé combien de cadavres pour venir jusqu'ici? Alors, pourquoi est-ce que vous écoutez cela? Regardez votre réalité à vous. Qu'est-ce qui a changé dans votre réalité? Rien. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est le narratif. Et ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Donc, vous êtes empoisonné par ces gens qui vous susurrent à l'oreille. Donc, vous êtes responsable de votre empoisonnement.
couper ça. Je me suis retrouvée en métropole, tu sais, prise, parce que je n'écoute plus la radio, dès que j'ai compris que ces gens mentaient et étaient complices de ces assassinats, en fait. J'ai arrêté complètement d'écouter la radio, la télévision. Et on a eu une émission au bout des 1 an du Covid, là où ils m'ont réinvité parce que j'avais été un peu invitée au début. Et j'ai donc dû regarder l'émission. Ils m'ont déplacée en fin d'émission. C'était au bout de 1 an du Covid. À la fin de l'émission, j'avais aussi peur que les autres parce que les murs étaient bariolés de rouge. À chaque fois qu'un intervenant parlait, tu avais des cadavres ou des gens ou des soignants qui couraient dans les couloirs avec tout ce qui faisait peur. Et quand j'ai pointé ceci du doigt, ils m'ont dit, mais on vous reverra la prochaine fois, madame. Oui, d'accord, on vous réinvitera. Terminé, plus d'invitation. Parce qu'en fait, la peur, elle est entretenue. Et je veux dire aussi, d'ailleurs, Ariane, que ce discours monolithique et délirant, il est tellement délirant, il est tellement monolithique que tu te dis, mais c'est pas possible qu'ils n'entendent pas. Jusqu'au moment où tu comprends que, de toutes les façons, ils ne changeront rien. Quoi que tu dis, ça sera toujours celui-là. Et tous les cadavres que tu peux ramasser autour de toi, que tu peux voir, toute la douleur et la souffrance des gens et des familles. Les gens savent ce qu'il en est. Mais ce discours, il est tellement monolithique qu'il semble que rien ne puisse l'ébrécher. Oui, c'est ce qu'on appelle la certitude délirante. Dans la psychopathologie traditionnelle, on appelle ça la certitude délirante. Rien ne peut ébrécher le discours. Mais tout sera fait pour que la réalité corresponde au discours. Alors que dans un développement psychique qui se passe bien, c'est nous qui devons nous adapter à la réalité qui nous entoure et accepter les frustrations qu'elle engendre, etc. Ce qui est extrêmement pernicieux, c'est que aujourd'hui, par rapport au totalitarisme antérieur, je pense que c'est qu'il s'agit avec l'idéologie de modifier les représentations des gens, de leur faire croire que la réalité c'est rouge alors qu'elle est bleue. Et pour leur faire croire que la réalité elle est rouge, aujourd'hui on a à la fois des discours, mais on a aussi des images, on a aussi des vidéos, on a aussi donc tout ceci, le cerveau l'absorbe, les discours évidemment de peur, les comptabilités, et en outre, pour faire rentrer l'être humain dans l'idéologie et qu'il finisse par y adhérer, il faut qu'il y ait des comportements de type pavlovien, c'est-à-dire, comme on a vu, les marquages au sol, les injonctions protocolaires de faire ceci, faire cela, etc. Mais il faut absolument modifier les comportements de telle sorte que l'être humain s'adapte lui aussi à cette idéologie et en devienne, si possible, un fervent défenseur. Et plus on aura été mis dans des comportements et des discours, c'est un endoctrinement sectaire, plus, ça va être très compliqué de rétropédaler, surtout si on commence à commettre des actes complices. Et pour finir, parce qu'il y a une culpabilité qu'il va falloir regarder. Et donc, naturellement, le cerveau humain, il va dire, mais moi, je préfère le discours dans lequel je suis un très bon citoyen qui offre pour le bien commun, plutôt que le discours où, peut-être que je n'ai pas commis des choses tout à fait nettes. Et donc, si je comprends bien, là, Ariane, pour que la réalité s'adapte au narratif, il faut faire en sorte que la réalité soit déformée. On entre là dans le domaine du déni. Absolument. Alors, du déni, du mensonge permanent. Ariane, excuse-moi. Je regardais je regardais la chef de la commission scientifique, donc une scientifique, sur la dernière réunion du forum de Davos. Et cette scientifique disait, mais laissez tomber la science. De toutes les façons, les gens ne nous croient pas, ils nous parlent mal, etc. Ils sont complètement tous complotistes. Laissez tomber la science. Et elle citait 2 exemples. Elle disait, on peut faire sans la science. La chef scientifique, elle citait l'exemple de 2 pays. L'exemple du Bhoutan, où leur campagne de propagande était passée par les chefs religieux. Et passant par les chefs religieux qui avaient déterminé le meilleur jour pour faire les vaccinations, elle avait été extraordinairement suivie. Et ensuite, elle passait, je crois, par le Portugal, où là, ils avaient donné le commandement à l'armée, en fait.
Et le général de l'armée avait fait un discours extrêmement patriote et il y avait un pourcentage incroyable de la population qui avait été vaccinée, d'accord? Et les gens qui étaient dans cette réunion, donc cette scientifique te disait pas besoin de science, l'armée et la religion ça suffit. Et tous les autres parlaient de la même voix, dont un des dirigeants de Moderna, au point que j'avais l'impression qu'on était en 2021. Rien n'a changé dans leur discours. Il n'y a que la méthode qui change, avec la plus parfaite mauvaise foi. Hein. Très impressionnant. C'est là qu'on voit que c'est un projet politique qui utilise soit la religion, hein, puisque la religion a toujours été utilisée, soit l'armée, enfin, soit les militaires, ouais, qui sont à ses ordres. Voilà. Et ce totalitarisme mondial est décomplexé. Il est décomplexé, ce totalitarisme, puisque les médias laissent s'exprimer à la télévision des gens qui te disent on n'a pas tué assez de bébés, on va en tuer davantage. Oui. Et puis qui te disent mais finalement les enfants qui meurent sous les bombes, ils meurent quand même d'une façon beaucoup plus humaine, parce qu'ils savent qu'on ne le fait pas exprès. Et puis de toutes les façons, la fin justifie les moyens. Et voilà. C'est impressionnant cette complicité des médias. Oui, après, je pense qu'on a tous vu ce schéma à qui appartiennent les médias et on a bien compris qu'on n'était plus du tout sur des voies possiblement indépendantes. Hein. Donc je crois que ça c'est très clair. C'est aussi la voix de son maître et la voix du pouvoir. Et on connaît très bien, je pense, vous et moi, le prix à payer pour avoir des voix indépendantes. Hein, donc la majorité des gens n'ont pas envie non plus de payer ce prix-là. Ariane, Katia, pour revenir sur le déni, il y a exactement 1 an et 2 jours, je passais en chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins pour avoir fait des vidéos sur le port du masque et sur la dictature sanitaire qui s'installait. À la sortie de l'audience, on m'a tendu le micro, il y avait 250 personnes venues pour me soutenir. Et je disais, et avec beaucoup de certitude, je disais aux personnes présentes, soutenez votre médecin parce que le jour où il va se rendre compte de ce qu'il a fait en se faisant vacciner, en vaccinant son conjoint, ses parents, peut-être ses enfants, et même en ayant vacciné la majorité de ses patients, quand il va se rendre compte de ce dans quoi il a trempé, il va se mettre une balle. 1 an plus tard, et après la lecture de ton livre, je revois complètement ma copie, puisque ces personnes, ces collègues se protègent de façon nécessaire avec cette force psychique que tu as si bien décrite, qui est le déni. Je vais juste en donner un exemple récent. J'ai un collègue médecin généraliste avec qui je discutais à un moment donné, qui me dit est-ce que tu te souviens de ce jeune homme handicapé à qui tu es venu chez lui pour changer la sonde d'alimentation? Je dis oui, je m'en souviens très bien. Et il me dit il est mort subitement dans la journée. Je crois qu'il a fait une crise convulsive. Alors, tout le monde sait bien, chirurgien inclus, qu'on ne meurt pas d'une crise convulsive, sauf à faire un état de mal épileptique. Donc je ne pouvais pas enfoncer davantage ce collègue, mais pour moi, ma certitude était là, c'est qu'il me le disait de bonne foi, et c'était une manière pour lui de se protéger de cette idée terrible qu'il est lui-même responsable du décès de son patient. Je ne sais pas ce que tu en penses, et sans doute que Katia a d'autres exemples de ce style-là, mais celui-ci m'a sérieusement frappé, c'était il y a à peine 2 semaines. Mais absolument, au-delà de nombreux cas sans doute que vous pouvez citer, ce que j'explique dans le livre, dans les mécanismes de ce que j'ai compris, je pense que ça fait énormément d'années que je réfléchis à ces questions, que j'ai fait évoluer ma pensée, etc. Donc effectivement, avoir ce cas clinique, on va dire grandeur nature, ça m'a permis aussi de valider des hypothèses ou d'en modifier d'autres. Hein, donc voilà, ce livre, c'est le produit de ça. Donc le déni, c'est un mécanisme, on appelle ça nous un mécanisme de défense, c'est-à-dire c'est une armure que le psychisme se met face à la violence d'une situation qu'il ne peut pas, il n'est pas en mesure de le penser. Parce que s'il le pensait, ça l'effondrerait, ça le détruirait, ça le mettrait en petits morceaux. Donc,
c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller discuter avec des gens qui sont dans le déni, parce qu'on ne fait que renforcer en proposant la situation angoissante sous les yeux de la personne, on ne fait que renforcer son armure. Et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous rejeter parce que vous devenez dangereux pour son équilibre psychique précaire. Tout est fait pour la survie. C'est-à-dire que le déni est un mécanisme de survie de la personne. Donc, après, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'au niveau du droit, il n'y a pas des responsabilités. Hein, je clarifie bien, la psychologie ne peut pas diriger une société, mais elle peut expliquer les mécanismes et faire en sorte qu'on ait peut-être des solutions, en tout cas pour essayer de sortir de là. C'est important. Donc, dans le déni, il ne pourra pas, dans vos collègues, ils ne peuvent pas. C'est impossible. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question d'être, voilà, d'immoralité. C'est une question que c'est impossible. Parce que sinon, il va falloir assumer une culpabilité. Alors, certains peuvent y parvenir, mais c'est au prix de plusieurs choses. Déjà, c'est au prix d'une sortie de l'endoctrinement idéologique. Et donc, c'est au prix d'un remaniement de tout le langage. Donc, il va falloir, dans la certitude délirante, qu'à un moment donné surgisse du doute, un doute constructif. Mais ensuite, dans la dégringolade, il faut que la personne, elle arrive à assumer, l'individu arrive à assumer d'avoir été endoctriné. Il y en a qui y parviennent, mais ça reste très rare. Parce que, encore une fois, le psychisme œuvrant pour sa survie, il va choisir la situation où il a le beau rôle plutôt que le mauvais. Hein. Mais tu vois, si on le reprend dans une dimension plus large, parce que je me suis posé cette question-là, on a quand même beaucoup de nos proches qui déjà pour arriver à ne pas être endoctrinés, il a fallu quand même traverser des processus, en particulier être capable d'arriver au fait que nos parents symboliques, ou nos parents parfois tout court, ne voulaient pas toujours notre bien. Et ça, c'est un tabou impressionnant. La plupart des gens sont construits sur le fait que c'est pas possible que nos parents ne veuillent pas notre bien. Et d'ailleurs, c'est la question que beaucoup se reposent tout le temps. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, il faut déjà arriver à dépasser ça. Mais j'ai perdu le début de ma question, de ce que j'étais en train de te répondre, Ariane. Oui, on parlait du déni. Oui, ce déni, il est absolument nécessaire chez eux, absolument nécessaire parce qu'ils vont s'effondrer tellement qu'on va avoir des épidémies de médecins qui se suicident, mais certains vont très bien s'en accommoder. Ils vont très bien s'accommoder sur les bénéfices qu'ils ont pu tirer de la chose. Et ça c'est très peinant. C'est très peinant parce que à la base, c'était pas la motivation sur laquelle notre métier s'est construit. Mais je me disais dans une dimension plus large, si on repense à toutes les polémiques qui existent, d'ailleurs, regarde, nous avons reconsidéré toutes nos positions à l'issue de ce que nous avons vu, à savoir le mensonge institutionnalisé, y compris les laboratoires. Donc, ça veut dire que si nous avons pu, je m'excuse, il y a un petit bruit. Je me dis que si nous avons pu nous faire attraper comme ça, comme beaucoup d'entre nous se sont fait attraper et convaincre, mais qu'est-ce qu'il en a été avant ? Or, il y a beaucoup de polémiques sur le Mediator et il n'y a plus de polémique là-dessus, mais on peut décliner ça à beaucoup de médicaments que nous avons prescrits en toute bonne foi. Moi, la première, je me remets en question parce que je me rappelle très bien d'un patient qui me quittait en me disant, il était très angoissé, tu vois, ça m'est resté, c'était une statine pour le cholestérol qui venait de sortir et je n'ai pas compris pourquoi elle me posait cette question. C'était pas moi qui lui avais prescrit. C'est tout ce qui me permet de survivre un peu à ça, en me disant, mais est-ce que je vais mourir, docteur ? Il se trouve qu'il est mort juste après et que la statine, elle a été retirée. Donc, c'est une question qui me hante parce que là, j'ai pu voir que, en tant que médecin, c'est certainement pas le premier médicament que l'on prescrit ou la première attitude thérapeutique que l'on prescrit et qui aboutit à ce genre de choses. Ça veut dire que nous ne sommes pas plus innocents les uns que les autres. Absolument. On a besoin de le regarder dans la grande dimension. Absolument, mais c'est pareil pour la psychologie. Hein. Voilà, c'est exactement pareil. On a des types d'évolution de la psychopathologie avec des lobbies.
et de plus en plus, hein, voilà, et où on a avalé, et moi aussi, j'ai dû me désendoctriner de certaines choses. L'exemple que je prends, c'est sur la supposée sexualité de l'enfant. Quand on va voir les textes en allemand de Freud, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Donc voilà, il y a des infiltrations, j'explique comment elles fonctionnent, depuis des décennies, des mêmes groupes sectaires, qui ont cette ambition de pouvoir mondial et qui ont besoin de changer les représentations des gens. Dans le projet totalitaire mondial, il y a la marchandisation des corps, des organes, des bébés, des ventres. Et pour tout ça, pour obtenir l'aval des gens, il faut changer les représentations. Pour changer les représentations, il faut infiltrer les institutions et les enseignements universitaires. Et la professeure américaine Judith Reisman en avait très bien parlé. Il faut aller former. Si vous voulez banaliser les abus sexuels infantiles et en faire quelque chose de commun, il va falloir dire que l'enfant a une sexualité. En plus, il va falloir former des juges d'une certaine façon, des travailleurs sociaux d'une certaine façon. Et on le voit, en protection de l'enfant, c'est toujours les mêmes rapports, c'est toujours la même rhétorique, c'est toujours si une mère dénonce des abus sexuels sur son fils, c'est qu'elle est fusionnelle. Ça ne veut rien dire du point de vue de la psychopathologie, rien dire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire mais ça justifie, et donc vous avez des troupes de gens innocents, entre guillemets, au départ, qui sont endoctrinés dans des idéologies, et ce, à partir également de l'université. Et alors justement, je voudrais profiter de ce que tu dis là, parce que les droits sexuels de l'enfant, c'est aussi un cheval de bataille pour toi et pour d'autres personnes qui sont déjà venues ici, comme Maître Virginie de Rojoreka. Est-ce que tu pourrais nous parler des tables rondes qui ont lieu déjà à cet effet et dont TVADP sera également partenaire? Oui, nous allons avoir donc une diffusion de tables rondes prochainement, hein, pour les gens, donc avec différents professionnels, des véritables professionnels, que ce soit des pédopsychiatres, des psychologues du traumatisme, des psychologues de l'enfant, des maîtres de conférences en droit, etc., pour rappeler certains fondements scientifiques, l'origine des infiltrations idéologiques dont nous faisons l'objet. C'est sous l'égide de l'association Honest que j'ai créée avec Virginie Darojoreka et le docteur Laurence Kaiser, notamment pour faire prévaloir ce que nous pensons, en tout cas notre école pense au niveau de ces dits droits sexuels, cette éducation sexuelle, etc. C'est en lien avec la pétition qui est aussi un manifeste pour exprimer notre pensée, et nous allons apporter des arguments. Hein. Par exemple, le premier argument, c'est l'enfant n'a pas encore de sexualité. Nous allons expliquer pourquoi. Et surtout, l'un de nos combats, c'est de remettre le langage à l'endroit. Parce que si on commence à dire que l'enfant a une sexualité en important un mot d'adulte pour décrire du tripotage sensoriel, eh bien, nous sommes en train de banaliser tous les abus sexuels entre enfants. Et donc, nous rappelons aussi qu'il est quand même curieux que ce soit des sexologues adultes, et il y en a beaucoup qui sont de notre côté, hein, mais il y en a d'autres qui ont été promus par ce système, qui viennent donc nous expliquer que l'enfant aurait une sexualité. Ils n'ont aucune compétence dans les abus sexuels infantiles. De quelle place parlent-ils? On ne sait pas. Ils n'ont aucune compétence en expertise aux assises ou dans différents types de tribunaux concernant les enfants abusés. Donc, on va rappeler, nous, notre point de vue de professionnels spécialisés, que des enfants qui manifestent avoir une sexualité, en réalité, sont des enfants qui sont transgressés. Et je voudrais en profiter parce que je pense, donc on va faire des tables rondes, il y aura beaucoup de sujets liés à cette éducation sexuelle, ce sont des tables rondes thématiques, mais qui seront diffusées pour que voilà, les auditeurs se fassent leur opinion de qui apporte, selon eux, les meilleurs arguments concernant ce qui est en train de se passer. Donc nous, on estime que les enfants sont en très grave danger. Mais les parents sont d'accord, hein. Pardon, Ariane. Les parents sont d'accord, hein. Les parents, quand ils ont accès à ça, et certains enseignants. Et je dois dire, en tant que sexologue, j'ai fait le DU de sexologie en métropole il y a à peu près une dizaine d'années. Je ne sais pas comment je suis sortie major, c'est bien la première fois de ma vie. Mais pour autant, quand tu te rends compte que l'enseignement
il est donné par des personnes qui sont elles-mêmes en difficulté avec leurs limites propres. Qui sont d'anciennes victimes souvent qui ne sont pas soignées non plus. Hein. Donc, il y a des capacités, des aptitudes à la reproduction qui sont très, très fortes. Hein. Là-dessus, je ne le sais pas, mais ce dont je suis témoin, c'est quand même l'enseignement est donné par des personnes qui te disent qu'elles partagent un secret avec leur petite fille. Et déjà, le secret ne me plaît pas du tout venant d'un grand-père et de sa petite fille, et que par exemple, il lui masse les pieds, par exemple, pour lui apprendre ce qu'est le plaisir, parce qu'il vaut mieux que ce soit lui. Donc si mes collègues n'ont pas cette information-là et qu'on gobe tout ce qui nous est appris, à savoir qu'il n'y a pas de normes en sexologie, en sexualité, s'il n'y a pas de normes, tout est permis alors, c'est ça? Oui, mais c'est exactement ce que nous dénonçons. Bah la oui, on devient la discrimination par l'âge, donc voilà, donc tout est possible. Mais tout ceci, il faut bien le mettre en lien avec justement le totalitarisme. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire, déjà, j'ai rappelé dans l'antipresse que qui avait pratiqué, ou je ne sais pas si on l'a encore publié, mais enfin bon, en tout cas, ça sera, c'est prochain si ça n'a pas été publié, mais qui avait déjà pratiqué cette sexualisation à outrance des enfants, le nazisme, donc en rappelant effectivement cette banalisation. Nous, on estime dangereux donc d'utiliser le terme sexualité pour décrire du tripotage sensoriel qui peut concerner les oreilles, etc., parce qu'encore une fois, on estime dangereux de banaliser les abus sexuels entre enfants, mais surtout, on y voit un projet d'ordre totalitaire. Et c'est pour ça que mon livre de 2017, L'imposture des droits sexuels, je l'avais mis en sous-titre, ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, parce qu'il est clair dans ces textes qu'il s'agit de bafouer les droits inaliénables de l'autorité parentale, qu'il s'agit d'imposer, de faire une esbrouffe juridique qui passe la sexualité, qui est du domaine de l'intime, donc à la santé, donc ça c'est une première étape, et ensuite à une matière comme une autre, comme les mathématiques, comme le français, etc., une matière à laquelle les parents ne pourront pas s'opposer. Tout ceci, il faut le mettre bien en relation, et je sais que c'est compliqué parce que ça demande une grande prise de distance, mais il faut le mettre bien en relation avec la marchandisation des corps, avec le transhumanisme qui entend aussi stériliser une grande partie de la population. Et on voit des incohérences puisque l'OMS réclame le droit au plaisir, mais quand on a subi des mutilations qui sont irréversibles, le droit au plaisir sexuel, on l'a plus. Donc on voit aussi ce genre d'incohérence. Et je l'avais bien noté dans mon livre que l'enfant, comme il va être considéré par l'OMS comme citoyen sexuel, c'est-à-dire il ne sait pas conduire, il ne sait pas voter, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il est citoyen sexuel, c'est écrit dans les textes, eh bien, il va pouvoir aussi signer des contrats, par exemple, de pornographie impliquant des viols d'enfants, etc., pour lui-même. Et on voit cette tendance qui est il va pouvoir choisir son sexe. Enfin, tout ceci est fondé, puisqu'on parlait de perversion, sur une confusion majeure entre l'enfant et l'adulte qu'on a vu donc à l'œuvre, et qui considère que l'enfant est un adulte en miniature qui aurait des droits. Alors, et surtout qui devient une marchandise à ce moment-là, consommable par cet adulte, puisqu'il aura tout défait de ce qu'est un enfant. Alors, Ariane, Katia, on arrive quasiment au terme de l'émission. Je sais qu'Éric Montana, ici présent à l'antenne, brûle d'envie d'intervenir, de poser une question. Et je voudrais aussi qu'on termine sur une petite note d'espoir pour les gens qui nous écoutent. C'est comment s'en sortir. On fait le constat qu'on est en système totalitaire qui nous englobe complètement. Comment est-ce qu'on s'en sort et est-ce que la désobéissance civile pourrait être voire la solution? Éric d'abord. Oui, alors je te rassure, je ne brûle pas d'envie de poser des questions, je me régale de vous entendre, je me nourris de votre savoir, comme je le dis souvent. Je veux juste faire une parenthèse sur le docteur Olivier Soulier, qui est à l'origine pour certains d'entre nous d'un certain nombre d'actions que nous sommes en train de mener les uns et les autres, chacun peut-être sur des fronts différents,
et souvent sur des fronts communs. Effectivement, on se rend bien compte qu'on souhaite diriger la société humaine dans une direction qui est contraire au bon sens, contraire à nos valeurs, contraire à la raison. Et il est sain que des gens s'y opposent et que des gens de qualité, comme toi, Katia, et comme toi, Ariane, vous y opposiez pour faire entendre au monde la voix des gens normaux. Parce qu'il reste, heureusement, face à ces criminels, des gens qui ont parfaitement compris la réalité de la conspiration qui s'abat sur nous. Et il est, à mon avis, vital que non seulement vous fassiez le travail que vous êtes en train de faire, mais qu'en plus, votre voix soit entendue, parce que je pense que la raison finit toujours par l'emporter, même sur des gens dont vous disiez tout à l'heure qu'ils sont dans le déni le plus absolu, qu'ils se refusent à regarder la réalité en face, parce que s'ils la regardent en face, ils vont se retrouver en puzzle, en brisé. Je pense que c'est le risque que nous devons tous assumer. Je pense, moi, que toutes les vérités sont essentielles et indispensables à dire, et contrairement à certains de mes confrères journalistes indépendants qui pensent que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, nous vivons une situation tellement grave, tellement démesurée, que taire la vérité ou taire une partie de la vérité serait être complice de ce qui nous est imposé. Voilà, on n'a juste pas le choix. Et tu as raison, Eric. Et Ariane, je voulais te demander, est-ce que tu es au courant, est-ce que tu es au courant de la refonte des arrêts de travail de la Caisse de sécurité sociale? En tant que psy, je sais que tu vas avoir la même réaction que moi. C'est bien au Brésil que est tombée comme une massue l'injonction de vaccination obligatoire à partir de 6 mois. C'est bien au Brésil que ça vient d'avoir lieu? Toi qui es dans cette partie de... J'arrive pas à tout suivre, moi. Il me semble que c'est au Brésil. C'est tombé, les gens ne s'y attendaient pas. C'est tombé comme une masse. Ils étaient loin de ça. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'obligation vaccinale commence à partir de l'âge de 6 mois. Eh bien, nous, l'année dernière, je l'ai noté en septembre 2022, je suis médecin depuis 30 ans, j'ai jamais vu une telle refonte des certificats d'arrêt de travail. Mais l'année dernière, en 2022, est apparue 2 nouvelles cases, et surtout la dernière nouvelle case, elle était, mais vraiment, mais elle m'a tordu le cœur, parce qu'ils ont mis, est-ce que votre arrêt de travail est en rapport ou pas avec le décès d'un enfant ou d'une personne à charge? La personne à charge, c'était fait. Mais les enfants, depuis quand est-ce que je n'arrive pas à dire autre chose que ça, hein, mais le meurtre, enfin, depuis quand est-ce que les enfants meurent au point qu'il faille les rajouter sur des cases d'arrêt de travail? Tu vois, ça me bouleverse tellement. Pour moi, ça dénote clairement ce que tu dis, à savoir une anticipation, une normalisation, parce que les gens vont lire et va apparaître la mort des enfants. Les enfants ne meurent pas. Les enfants ne meurent pas au point qu'ils doivent figurer sur des arrêts de travail. Et pour autant, tu vas entendre plein de gens qui vont te dire oui, non, mais ça a trait à autre chose. Non, ça n'a pas trait à autre chose. Ça a trait à... On va bientôt clore l'émission. Ouais. Juste un dernier mot, Ariane, sur la désobéissance civile. Est-ce que ça pourrait être la solution pour se sortir de là? Je pense que c'est un élément indispensable. Hein. J'en parle, j'y consacre un long passage dans le livre, mais je crois que le premier élément, c'est que il faut récupérer son individualité, son courage individuel, et donc une vision claire de la situation. C'est vraiment la raison d'existence de ce livre, c'est que chacun comprenne que ces mécanismes, ces processus psychiques peuvent aussi nous contaminer à un certain endroit. Je suis tout à fait d'accord avec Eric, par exemple, sur le fait de dire toute la vérité. Moi, c'est ce que je dis sur les textes de l'OMS, c'est ce que je dis sur même la notion d'éducation sexuelle, et on me reproche en permanence en me disant « tu vas trop loin, Non, je dis juste la vérité de ces textes, mais vous avez peur. Et c'est ça la vraie raison. Vous avez peur de dire la vérité, ou vous avez une partie de vous qui ne veut pas y croire.
et croiraient qu'il y aurait quelque chose de sauvable, par exemple, hein, dans ces textes. Là, c'est clair et net que tous ces textes d'éducation sexuelle, il faut tout reprendre à la base et parler de protection et de prévention, ce qui est déjà totalement différent au niveau psychique. Mais on voit bien qu'il y a d'abord se clarifier, j'ai envie de dire, les idées et ses propres émotions. Hein. Si j'ai peur à un endroit, il vaut mieux pas que j'aille combattre un endroit sur des idées où j'ai peur, parce que je vais en fait desservir complètement. Voilà, donc il faut se clarifier tout ça. Dans quel processus on est, dans quel type d'idéologie, parce qu'on est dans un kaléidoscope idéologique, donc il y en a pour tous les goûts. On est en train de tomber parce qu'à un moment donné, on ne se connaît pas. Donc je crois que la première chose, c'est ça, parce que naturellement, les actes vont découler de cet alignement interne. Ils découleront de cette clarification de qui je suis en tant qu'être humain, quelles sont mes valeurs et ce à quoi je crois. Et si je ne le fais pas, je ne pourrai plus me regarder dans la glace. Donc, tous les amis qui nous écoutaient en direct ou en différé, vous aurez compris que la bête ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas dévoré jusqu'à ses propres enfants et ses meilleurs souteneurs. Je ne peux pas vous conseiller autre chose que ce que vient de nous dire Ariane. Il va falloir qu'on tienne le coup ensemble et qu'on résiste, qu'on dise non. Il y a des choses qui seront non et non négociables pour vous-même, pour vos enfants. Alors surtout, commandez-le et lisez-le. Psychopathologie du totalitarisme, ça va vous édifier. C'est abordable. C'est pas parce que c'est écrit par une philosophe et psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, que c'est réservé à des élites. C'est largement abordable et ça va vous donner beaucoup de clés. Je vous remercie et à très bientôt. Merci à tous. Bientôt. Merci.